Vous êtes tous prêts? Madame, on va le finir aujourd'hui. On va le finir une demi-heure, 40 minutes, on va le finir. Ira. Voilà, parce que j'ai vu qu'il était un peu long. Non, il n'est pas long puisqu'on a donné Vous savez, on a un programme à faire. Hein. J'ai pas fait cours la dernière fois. C'était pas, je ne suis pas. Déjà, j'étais malade, j'ai fait cours. Je dis pas si j'étais malade, j'ai fait cours. Je le suis toujours. Hein, je suis toujours malade, mais je fais cours. Mais j'ai eu un décès dans ma famille, donc je pouvais pas enseigner la dernière fois. Je suis obligée d'avancer. Ok. Maintenant, votre voix s'entend mieux que le jeudi. Oui, mais je suis toujours malade, je suis toujours sous traitement. D'accord. Bon rétablissement. Merci. Mais c'est pas par rapport au fait que je sois malade que j'ai pas fait cours. J'ai eu un décès dans ma famille. Voilà. Oui, il ça tout dit. Voilà. Ok. Allez, on continue. Donc, l'olfaction. En introduction, on va définir en long et en large cet appareil olfactif qu'on appelle l'organe de l'olfaction. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc, c'est le seul organe des sens primaires. Maintenant, ça y est, vous l'avez compris ça, ok? On vous dit que le sens de l'odorat, il a son siège au niveau des fosses nasales. Donc, c'est au niveau des fosses nasales, plus précisément au niveau de la muqueuse nasale, et il correspond à ce qu'on appelle la muqueuse nasale, c'est vaste. Et plus précisément, dans la muqueuse nasale, il correspond à une partie qu'on appelle la muqueuse olfactive. Et cette muqueuse olfactive, on l'appelle aussi la tache olfactive. Elle a reçu également le nom de tache jaune. Et c'est quoi cette tache jaune? Vous allez voir que c'est une sécrétion de cet épithélium olfactif qui fait que cette muqueuse présente une coloration jaunâtre qui nous permet de la distinguer en microscope et qui fait cette particularité qu'on a. C'est pour ça qu'on l'a appelée tache jaune. Donc, c'est de la lipofuscine qui est sécrétée par l'épithélium olfactif. On va le voir tout de suite. Donc, on vous dit que le sens de l'odorat, il a son siège au niveau des fosses nasales, plus précisément au niveau de la muqueuse nasale, dans cette muqueuse nasale, dans la muqueuse olfactive, qu'on appelle tache olfactive ou tache jaune. La coloration jaunâtre est due à sa richesse en cellules pigmentaires, ce qui permet de la distinguer facilement de la muqueuse respiratoire, de la muqueuse nasale respiratoire. La muqueuse olfactive est située à la partie supérieure haute de la muqueuse nasale. Elle recouvre les éléments. Est-ce que vous avez des notions sur la muqueuse nasale? On a fait le cours en anatomie sur les fosses nasales, oui. Voilà, donc c'est la face, elle englobe quelle région? Juste, on va pas schématiser, on va pas rentrer dans les détails, juste pour dire que cette muqueuse olfactive, elle recouvre les parties suivantes au niveau de la muqueuse nasale. Elle touche la face inférieure de la lame criblée de l'ethmoïde. Elle touche la région supérieure de la cloison nasale et elle touche la partie moyenne du cornet supérieur. Voilà. Voilà, tout simplement. C'est que la tache jaune olfactive. Elle touche une partie de l'ethmoïde ici, partie supérieure. Voilà l'emplacement de la tache jaune. Et voici le bulbe olfactif. Donc, ces cellules, qui sont des cellules épithéliales, puisqu'elles se trouvent dans l'épithélium, les cellules olfactives, elles se trouvent dans cette fameuse tache jaune, muqueuse olfactive, et plus précisément, une muqueuse, elle est faite de quoi? Une muqueuse est formée d'un épithélium et d'un chorion. Donc, plus précisément dans l'épithélium olfactif. D'accord? Voilà. Je continue, Yeresh? Oui, continuez, s'il vous plaît. Merci. OK. La face inférieure de la lame criblée de l'ethmoïde, la région supérieure de la cloison nasale, elle touche la partie moyenne du cornet supérieur. On vous dit que la muqueuse olfactive, elle réagit aux molécules introduites dans l'organisme avec l'air respiré. C'est ce qu'on sent, c'est les odeurs. Donc, c'est des molécules volatiles qui partent, qui s'introduisent, qui sont introduites dans cette muqueuse olfactive via l'air. Donc, on inspire, on respire ces odeurs. Et elles sont capturées de cette manière dans les fosses nasales. La muqueuse olfactive, elle réagit aux molécules introduites dans l'organisme avec l'air inspiré.
C'est le point de départ des sensations olfactives transmises par l'intermédiaire des voies olfactives au centre nerveux. On vous dit que topographiquement, la muqueuse olfactive, elle s'étend quand même sur une surface, elle recouvre une surface de 250 mm². Voilà. Elle est quand même assez importante. C'est bon? Allez, on va voir le développement embryonnaire, comment se sont développées ces ébauches olfactives primitives qu'on appelle les placodes olfactives. Et comment on a obtenu l'épithélium olfactif. Donc, on vous dit que les ébauches olfactives primitives qu'on appelle les placodes olfactives, qui sont des épaississements paires symétriques, épiblastiques. Donc, ce sont des épaississements épiblastiques paires et symétriques qui apparaissent sous forme d'ébauches olfactives primitives qu'on appelle les placodes olfactives. Donc, leur apparition remonte à 25 jours du développement embryonnaire, assez tôt quand même, au niveau de la partie latérale du bourgeon frontal. Voici schématiquement l'apparition de deux épaississements au niveau frontolatéral, qu'on appelle le bourgeon frontonasal aussi en embryologie. Voici les deux épaississements épiblastiques, placodes olfactives. Voilà, c'est tout. On ne va pas rentrer dans les détails. Et on vous rajoute que cette placote, elle va donc se développer en deux stades. Le premier stade, c'est le stade de fossette olfactive. Donc, c'est des dépressions d'abord et apparition de deux dépressions chez un embryon de 5 semaines. Elle se déprime. Ensuite, elles vont se refermer. Stade de gouttière olfactive. Donc, la fossette olfactive se creuse progressivement. Elle se transforme en gouttière chez l'embryon de 6 semaines. Donc, à 1 mois et demi du développement, on a l'apparition des fossettes olfactives. Ensuite, on vous dit que l'épithélium de ces placotes, et plus précisément la partie supérieure de cet épithélium, de la gouttière olfactive, va commencer à se différencier en un épithélium qui correspondra à un épithélium sensoriel dit épithélium olfactif. Voilà, c'est très simple, l'apparition de l'épithélium olfactif, sensoriel olfactif chez un individu. Et cet épithélium, après, il va s'avérer qu'il est constitué de deux types cellulaires, des cellules sensorielles, des cellules olfactives sensorielles et des cellules de soutien. Vous allez me faire normalement la remarque suivante, madame, vous n'avez pas parlé des cellules pseudosensorielles. N'est-ce pas? Il n'y a pas de cellules pseudosensorielles. Nous avons des cellules sensorielles, c'est les cellules sensorielles principales de l'olfaction, et nous avons des cellules de soutien. On vous rajoute que, embryologiquement parlant, le mésenchyme tout autour est à l'origine de tout ce qui est formation conjonctivo-vasculaire du chorion de la muqueuse olfactive. Parce que quand on dit muqueuse olfactive, on a parlé de l'épithélium, mais le chorion. Et le chorion, il se forme et referme tout autour au voisinage donc, de cet épithélium, et il a une origine mésenchymateuse pour tout ce qui est formation conjonctivo-vasculaire. Voilà, vous avez tout vu sur l'origine embryonnaire de la muqueuse olfactive. C'est bon? Je continue? Madame. Oui. Madame. Les cellules sensorielles, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va aller voir cela, mademoiselle. Oui, tout à l'heure, j'ai donné des exemples, c'est des généralités. Maintenant, on va voir tous les détails. On va voir tous les détails concernant, ça c'est des généralités, c'est l'embryologie. On va voir maintenant le détail structurel, la structure de la muqueuse olfactive. OK? Donc, en ce qui concerne la structure de la muqueuse olfactive, on vous dit qu'elle est faite d'un épithélium et d'un chorion. L'épithélium olfactif qui repose sur une lame basale et le chorion qui est traversé par les axones des cellules olfactives et qui contient de nombreuses glandes. Voici l'épithélium olfactif, carrément la muqueuse olfactive qui est faite d'une microphotographie. Voici la muqueuse olfactive avec l'épithélium olfactif et le chorion qui est
puisqu'il y a beaucoup de glandes, on en a parlé, qui est glandulaire. Là, on va voir le détail concernant cet épithélium, même ce corion. OK? Voilà. C'est bon? L'épithélium olfactif, c'est un épithélium prismatique pseudo-stratifié. Il renferme, mine de rien, plus de 10 millions de cellules qui sont dispersées dans son épaisseur. Donc, il est épais, cet épithélium olfactif, et il renferme une affaire de 10 millions de cellules. Et on retrouve dans cet épithélium olfactif 3 types de cellules. Le troisième type, c'est des cellules de renouvellement. C'est des cellules souches de renouvellement qu'on appelle les cellules basales. Donc, on a les 2 types principaux. Ils présentent 3 types cellulaires. Les cellules nerveuses elles-mêmes, les cellules principales sensorielles, puisqu'on est dans l'organe sensoriel primaire, les cellules nerveuses olfactives qu'on appelle les cellules neurosensorielles. On a des cellules de soutien qui vont avec, et on a des cellules basales. On va voir les caractéristiques principales des cellules nerveuses olfactives. OK? On y va? Voici, Oui. schématiquement, une représentation schématique, je dirais, de la muqueuse olfactive, parce qu'on a touché ici le corion, ou l'épithélium qui est pseudo-stratifié. On a les cellules de soutien avec les microvillosités. Nous avons les neurones sensoriels olfactifs, les neurones olfactifs, les cellules sensorielles, neurosensorielles olfactives, avec un prolongement dendritique, un prolongement axonal. C'est les cellules olfactives elles-mêmes, en vert. En jaune, vous voyez, j'ai choisi ce schéma exprès parce qu'on a dit que la muqueuse olfactive s'appelait tache jaune. Normalement, vous allez comprendre tout de suite que ce sont ces cellules de soutien qui forment avec les cellules olfactives une mosaïque qui donnent cette coloration jaunâtre. Donc, c'est elle qui sécrète ce pigment coloré en jaune qui est la fuchsine qui donne cette couleur jaunâtre à la muqueuse olfactive. Déjà, vous pouvez déduire ça. Voici une représentation schématique de l'épithélium olfactif avec le corion sous-jacent qui comporte des glandes et lieu de passage des axones qui vont traverser ce corion pour aller vers la lame criblée. Ça va traverser la lame criblée de l'éthmoïde. Ça va aller vers les bulbes olfactifs, les ailes pour ça. Il y a des schémas, Allez, on va voir les détails concernant les cellules olfactives, les cellules neurosensorielles olfactives. Donc, si je dis dans ce présent chapitre, très bien. Dans ce présent chapitre, si je dis cellules neurosensorielles, ou bien cellules olfactives, ou bien cellules réceptrices de l'olfaction, ou bien neurorécepteurs de l'olfaction, tous ces termes désignent la cellule principale sensorielle olfactive. OK? Et on vous rajoute que ces cellules, elles se sont différenciées durant la vie embryonnaire. Elles se comportent comme des neurones. Donc, elles présentent un prolongement dendritique, elles présentent un prolongement à valeur dendritique et un prolongement à valeur axonique. C'est elles qui sont en contact, elles sont superficielles et c'est des neurones bipolaires. Mais c'est des neurones, c'est des cellules nerveuses neurosensorielles de l'olfaction. Mais elles se comportent comme des neurones puisqu'elles présentent un prolongement dendritique et un prolongement axonique. OK? Donc, ce sont des neurones bipolaires à activité sensorielle intercalées isolément entre des cellules de soutien. Voilà, schématiquement, voici. C'est des neurones. Un prolongement dendritique, un corps cellulaire et des prolongements axoniques. Ça va former plusieurs guichets schématiques. Il y aura un troisième, un quatrième, ça va former ce qu'on appelle un nerf olfactif qui va traverser la lame criblée de l'éthmoïde pour aller vers le bulbe olfactif pour transmettre cette information, cette sensation olfactive. OK? Je continue, Yeresh? Oui, madame. Quand je dis Yeresh, c'est Madame. oui. Vous pouvez suivre, oui. D'accord. Donc, ce sont des neurones bipolaires à activité sensorielle intercalée isolément entre les cellules de soutien. Ils présentent un cytone, donc un corps cellulaire ovoïde, fusiforme, avec 2 prolongements. L'un
à valeur dendritique qui va aller vers la surface pour réceptionner l'olfaction, l'odeur. L'autre à valeur, donc celui qui reçoit l'information, donc le sens de l'olfaction, c'est le dendrite qui a valeur dendritique, donc il est périphérique, il est externe. Celui qui est interne, profond, central, c'est l'axone qui va transmettre vers les centres nerveux compétents, donc le bulbe olfactif. Donc c'est l'axone. L'autre, il est central à valeur axonique. On va maintenant décrire le dendrite en détail. Ce dendrite, ce prolongement dendritique, il est mince. Il est mince et cylindrique. On l'appelle le bâtonnet olfactif. En ce qui concerne le dendrite, on peut l'appeler bâtonnet olfactif. Qu'est-ce qu'il a de particulier en microscopie électronique? Il est riche en mitochondries et il se termine par un renflement externe qu'on appelle la vésicule olfactive. Et au niveau de cette vésicule olfactive, on retrouve des petits prolongements des cils, une ciliature, et plus précisément 8 à 9 cils qu'on a appelés les cils olfactifs. Et ces cils olfactifs, ce sont eux les véritables récepteurs des cellules olfactives parce que c'est eux qui sont en contact avec les odeurs. Schématiquement, regardez, chaque dendrite, c'est un prolongement périphérique, donc il va aller vers la surface. Il se termine par un renflement sous forme d'une vésicule, et d'où naissent 8 à 9 cils qui correspondent aux cils olfactifs. Là, ce qui est les granegis, c'est les molécules olfactives, c'est les odeurs, c'est les molécules volatiles. Attendez, j'ai un autre schéma. Ici, c'est la vésicule olfactive, prolongement dendritique, l'axone, le prolongement axonique, cellule de remplacement, cellule de soutien, une mosaïque entre elles, et on a les cils vibratifs olfactifs. Voici un autre schéma. Protubérance ou bien vésicule olfactive, cils olfactifs qui baignent. Vous allez voir que ces cellules de soutien vont sécréter un mucus dans lequel vont baigner ces cils olfactifs et qui va permettre de retenir les odeurs, capter et capturer, et emprisonner les odeurs qui vont être donc transmises via ces cils vers la cellule olfactive qui va ramener cette information via l'axone vers le bulbe olfactif. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Je continue. L'axone. Oui, madame. Très bien. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais vous le faire. C'est très facile. Il suffit de suivre. Pour l'axone, c'est le prolongement interne, qu'on appelle aussi prolongement basal, ou bien prolongement central. Il naît de la base de la cellule, on l'appelle le filet olfactif. Il traverse la lame basale et le chorion pour se joindre aux axones provenant des autres cellules olfactives. Voilà, schématiquement. Madame, c'est l'ensemble des filets olfactifs qui vont former le nerf olfactif. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. Évidemment. C'est bon? Voilà. Les cellules de soutien. Donnez-moi une seconde. Je reviens. D'accord? Je vais ouvrir la porte, on tape à la porte. Je reviens. Oui.
Vous êtes là? Allez, on continue. Ferme la porte, s'il te plaît. Rina, ferme la porte. Allez, on continue. Donc, on finit avec les cellules olfactives. On va voir les caractéristiques des cellules de soutien. Les cellules de soutien, je vous les ai montrées, elles forment une mosaïque donc, qui permet de donner une entité, un épithélium pseudostratifié au niveau de l'épithélium. Je vous dis que ce sont des cellules cylindriques hautes. Elles sont allongées et l'ensemble, elles forment un ensemble avec les cellules olfactives. Elles forment une sorte de mosaïque où s'intercalent les cellules neurosensorielles. Elles présentent une bordure rhomboïde apicale des microvillosités. Elles sont impliquées dans la synthèse de ce qu'on appelle la lipofuscine, qui est responsable de la couleur jaunâtre de la muqueuse. Elles sont riches en enzymes capables de phagocyter les cellules neurosensorielles vieillies. Voilà, c'est le rôle déjà, c'est un rôle immunitaire. Regardez la mosaïque qu'elles font avec les cellules neurosensorielles. Donc, elles s'intercalent entre les cellules neurosensorielles et elles présentent des pôles apicaux avec une signature, avec des microvillosités. Voilà. Voilà, là c'est les cellules cylindriques, hautes, elles s'intercalent entre les cellules olfactives. C'est elles qui sécrètent la lipofuscine. C'est bon? Oui. Allez, pour les cellules basales, on vous dit que ce sont de petites cellules aplaties cubiques, irrégulières et étoilées. Elles sont dispersées en profondeur et elles sont disposées contre la lame basale, d'où leur appellation de cellules basales. Ce sont des cellules, bien sûr, capables de se diviser, de se différencier en cellules de soutien. C'est des cellules de remplacement. Voilà. C'est bon? Allez, on va voir les caractéristiques du chorion. Donc, on a la muqueuse olfactive qui est faite d'un épithélium olfactif et d'un chorion. On a vu les caractéristiques de l'épithélium olfactif qui comporte 3 types cellulaires. Les cellules neurosensorielles olfactives, nous avons les cellules de soutien et les cellules de remplacement, les cellules basales. Le chorion, lui, il est fait d'un tissu conjonctif qui comporte plusieurs éléments de structure qui est richement vascularisé. Donc, il comporte un réseau capillaire sous-épithélial. On vous dit qu'il est abondant un rôle thermorégulateur. C'est comme celui de la muqueuse respiratoire d'ailleurs. Il y a un important infiltrat lymphocytaire. Donc, on a beaucoup d'histiocytes et de cellules immunitaires de lymphocytes au niveau de ce chorion. Et on retrouve au niveau du chorion, ce qui nous intéresse, les fibres nerveuses. Les premières, elles sont amyéléniques. Les fibres nerveuses amyéléniques, ce sont les filets olfactifs des cellules olfactives. Donc, on trouve plusieurs types de fibres nerveuses. On a des fibres nerveuses amyéléniques et des fibres nerveuses myélinisées. Les fibres nerveuses myélinisées, c'est des terminaisons nerveuses sensitives, soit du tact, douleur, température, qui proviennent du nerf trijumeau. Et ça peut être aussi des fibres nerveuses vasomotrices qui sont annexées au vaisseau sanguin. Mais celles qui nous intéressent, nous, le plus, ce sont les fibres nerveuses amyéléniques qui, elles, correspondent aux axones des cellules olfactives, des cellules nerveuses olfactives. Donc, c'est les filets olfactifs dont l'ensemble va former le nerf olfactif. OK? Rajoutez à cela comme élément de composition de ce chorion des glandes, de très nombreuses glandes, dites les glandes de Bowman, qui sont des glandes tubulo-alvéolaires de type muqueux, qui sécrètent un mucus, qui va permettre d'emprisonner les odeurs d'une part, et puis qui lubrifie et protège et recouvre extérieurement l'épithélium olfactif. Et ces glandes, quel est leur rôle principal? Elles élaborent, en plus du fait que elles élaborent du mucus protecteur, lubrifiant, etc. Elles élaborent également 2 protéines, le lysozyme et une protéine aussi qu'on appelle l'OBP, Odorant Binding Protein. Celle-ci, c'est une protéine qui permet de fixer et d'emprisonner les substances odorantes et qu'elle les solubilise. Elle solubilise les molécules qui sont volatiles. Donc, elle capte et elle fixe les substances odorantes. C'est des protéines qui sont sécrétées avec le lysozyme, qui est
une protéine immunitaire le lysozyme, c'est une protéine antibactérienne. Donc, c'est les glandes de Bowman qui sécrètent également ces deux types de protéines. OK? Voici une microphotographie qui représente l'épithélium olfactif, qui est quand même assez épais, très riche en cellules, 10 millions de cellules, c'est beaucoup. Et nous avons un chorion épais aussi, richement vascularisé et innervé avec donc les filets nerveux des cellules olfactives et d'autres fibres nerveuses myélinisées qui proviennent du nerf trijumeau, vasomotrices, etc. Et nous avons des glandes de Bowman, qui, en plus de lubrifier et de recouvrir cet épithélium en surface, permettent donc sécrètent deux types de protéines, le lysozyme et une protéine dite OBP qui permet d'emprisonner et de solubiliser les molécules odorantes. Ça va? Ça va? Oui, madame. Oui, madame, Oui. ça va. Très bien. On est en train de finaliser le cours. Les voies olfactives. Donc là, on voit qu'on a atteint le stade où il y a la formation des axones. Les axones des cellules olfactives vont quitter donc cette muqueuse olfactive après s'être réunis en filets nerveux qui vont donc quitter cet épithélium olfactif, carrément cette muqueuse olfactive. Et ils vont franchir, ces filets nerveux vont franchir la lame criblée de l'ethmoïde. Ils vont pénétrer dans le bulbe olfactif. Ils vont s'articuler avec d'autres neurones dans les glomérules olfactifs, avec les dendrites, des cellules d'un type cellulaire qu'on appelle les cellules ou bien les neurones apanachés et les cellules mitrales. Et c'est celles-ci qui vont... donc, il y aura la conduction de ce signal, de cet influx nerveux sensoriel au niveau des structures cérébrales responsables de l'olfaction. Plus précisément, ça va se diriger vers la cinquième circonvolution temporale, se trouve donc siège de réceptivité de l'olfaction. Voilà. Schématiquement, voici un petit schéma représentatif. Donc, on a inversé ici. On a l'air, les molécules odorantes volatiles qui ont été emprisonnées au niveau de l'épithélium, à la surface de l'épithélium olfactif par les cils olfactifs. Ensuite, ces neurorécepteurs, via leurs axones, vont former des filets nerveux qui vont traverser la lame criblée de l'ethmoïde et vont se diriger vers le glomérule olfactif dans le bulbe olfactif, s'articuler avec des neurones cellules mitrales et les autres cellules donc apanaches. Voilà, deux types cellulaires ici. Et puis, il y a le tractus olfactif pour conduire, voilà le nerf olfactif ici, pour conduire, ici c'est le nerf olfactif au niveau du bulbe olfactif, ça va constituer le nerf olfactif et ça va conduire cette information vers les centres nerveux compétents pour recevoir l'information, l'olfaction, c'est-à-dire la cinquième circonvolution temporale. Voilà, sans plus de détails, hein, parce que ce n'est pas de la physiologie. Donc, quand même, je m'explique un petit peu sous forme d'une petite explication histophysiologique. On vous dit que les substances odorantes sont transportées par l'OBP jusqu'au cil olfactif, baignent dans les sécrétions des glandes de Bowman qui entraînent une dissolution de ces molécules. Et cette dissolution va entraîner une ouverture des canaux ioniques à l'origine d'une dépolarisation des membranes plasmiques des cellules olfactives. Donc, c'est une petite explication physiologique. Qu'est-ce qui va permettre à cet influx nerveux olfactif d'être transmis au bulbe olfactif et par la suite véhiculé vers les centres nerveux compétents au niveau de la cinquième circonvolution temporale. Voilà une petite représentation schématique ici. Donc, nerf olfactif, au niveau du bulbe olfactif, le tractus
olfactif vers, voilà, 5e circonvolution par la suite temporale. Ça va? Un petit schéma récapitulatif qui représente le cheminement des substances odorantes via les cils des récepteurs olfactifs vers le bulbe olfactif, ensuite vers les centres nerveux compétents. Ça va? Normalement, c'est bon. Oui, ça va. Ok, on va arrêter le cours. Je vais vous programmer une séance. Vous avez jeudi examen. On va essayer de faire une séance jeudi soir. Comme ça, on va essayer d'avancer. On va essayer de faire une séance jeudi soir. Moi, mon but, j'aimerais bien finir le programme avant l'Aïd. On va essayer. Je vais essayer de finir avant l'Aïd. Comme ça, vous allez réviser. Je vais essayer de finir avant l'Aïd. Sinon, il nous restera une partie, c'est pas grave. Inch'Allah, on va finir. Attends. Je vous envoie au délégué les envoyer tout de suite. Si, le PowerPoint, je préfère le laisser à la fin. Si j'apporte comme ça des petites modifications ou bien des images, je vous l'envoie. Après, si vous voulez que je vous l'envoie maintenant, il n'y a pas de problème. OK? Ça va, Yeresh? Oui, madame. Oui, madame. Okay, Madame, il nous reste seulement 4 cours. Donc, 4 séances. Il reste la Gustave. Oui, mais par exemple, la vision, ce n'est pas une séance qu'il faudra. Pour la vision, c'est long. L'audition, je ne pense pas qu'on va finir en une séance et demie. Bon, voilà. La gustation, c'est tout petit, mais l'audition, on ne finira pas en une séance. L'équilibration, ça peut se faire en une séance parce qu'il y a des informations communes entre l'audition et l'équilibration. La topographie, l'oreille interne, la topographie, mais ça va prendre, l'audition, ça va prendre un peu plus de temps qu'une séance, et puis pour la vision, il faudra 2 séances. Alors, je me débrouillerai, ne vous inquiétez pas. D'accord? Inch'Allah, merci madame. Ok. Allez, bonne soirée les enfants, merci. Merci, bonne soirée à vous aussi. Merci, au revoir les enfants. Au revoir, à la prochaine, Inch'Allah, madame. Au revoir, madame. À la prochaine. Au revoir les enfants.